Bonjour mesdames et messieurs, merci, merci d'être là, merci aux participants de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans ce moment d'échange. Merci à l'audience, aux personnes qui sont présentes parmi nous aujourd'hui. Cette rencontre, qui est à la base une rencontre fermée, elle l'est toujours d'ailleurs, même si elle sera publique dans un second temps. Nous l'avons voulu fermer dans une tradition que nous avions inaugurée il y a quelques années avec notamment Abdelhaïmoud Denis Mohamed Tozi, qui était celle du cercle d'analyse politique, où on essayait de passer en revue, de traiter un sujet de fond pendant 3 heures entre nous, et on partageait ensuite les résultats sous une forme écrite et parfois sous forme audiovisuelle avec le grand public dans un second temps. L'idée étant de réunir les conditions d'un débat de fond sur des sujets qui touchent aux réformes de manière générale et à la politique en particulier. Le thème d'aujourd'hui, le Maroc est-il encore en transition politique? Je voudrais, pour introduire rapidement, dire 2 mots sur les motivations qui sont à l'origine du choix de ce thème-là, et du fait qu'on ait souhaité placer cette rencontre sous le thème de la transition. Au-delà évidemment de l'actualité immédiate, la question pour nous centrale est de savoir ce qui se joue dans la configuration politique aujourd'hui et de tenter d'une certaine manière de la mettre en perspective. Alors il y a d'abord autour du thème une inspiration majeure qui est à l'origine de ce thème, et ensuite une façon de l'appréhender que je propose de dérouler rapidement en guise d'introduction à cette rencontre. Alors l'inspiration, elle est toute bête, mais elle est très importante. Elle nous vient certains s'en souviennent, notamment c'est Mohamed Tozi, elle vient du fait que ce sujet du thème de la transition a fait l'objet ici à la Fondation d'une rencontre en 97, c'est-à-dire près de 22 ans, d'un colloque international qui s'intitulait les transitions politiques au Maroc et dans le monde. Et à cette occasion, la Fondation avait eu l'honneur d'accueillir le prince héritier de l'époque, qui avait prononcé un discours important, un discours en son nom, et sans doute aussi son premier discours de politique intérieure. Un discours qui était intervenu 3 mois après, pour ceux qui s'en souviennent, 3 mois après la révision constitutionnelle de 96, et qui s'achevait sur une interrogation en forme de profession de foi, que je veux vous restituer ici. Je cite le prince héritier: « Saurons-nous, disait-il, dans la démocratie et par la démocratie, relever tous les défis du XXIe siècle ?» Cette profession de foi, qui d'une certaine manière, on peut le considérer aujourd'hui, préfigurait l'irréversibilité de l'option démocratique qui désormais figure dans la Constitution de 2011. Alors évidemment, une fois le principe de cette démocratie acquis dans notre Constitution, en tout cas dans le texte, nous avons eu à apprendre à la faire fonctionner, et toute la question aujourd'hui, c'est de voir comment on est arrivé à la faire vivre et selon quelle formule. Comment maintenir vive et crédible cette promesse démocratique? C'est au regard de ce parti pris qui nous rassemble aujourd'hui que la réflexion sur la transition prend un sens, mérite retour sur elle-même, sur fond de transformation, à la fois au plan national et au plan international, dont nous sommes tous les témoins. Transformation et mutation qui viennent questionner, à nouveau frais, voire ébranler, la compréhension commune de la démocratie, qui se décompose sous nos yeux, on le voit partout dans le monde, est en train de se recomposer aussi. Elle apparaît de manière clairement, elle apparaît comme, dans toute sa nature, dans toute sa nudité, comme étant une aventure très fragile, ambivalente, qui pose autant de solutions, qui propose autant de réponses qu'elle soulève de difficultés. D'ailleurs, le leitmotiv de la crise des démocraties a atteint aujourd'hui dans le monde, nous le savons tous, un seuil critique absolument inédit depuis la fin de la guerre. La conjoncture d'aujourd'hui, pour aller vite, est exactement à l'exact opposé de celle qui était en vigueur au moment où nous avions organisé le colloque dans les années 90. En gros, pour aller vite, on est aujourd'hui dans une configuration proche de ce que pensait Huntington
alors que nous étions à l'époque dans l'ambiance de Fukuyama. Donc c'est un peu la revanche de Huntington comme Fukuyama aujourd'hui. Et la transition avait connu à l'époque, la notion de transition, on s'en souvient, avait donné lieu même à un champ d'études qui était la transitologie et qui aujourd'hui mériterait sans doute d'être réinvesti de façon différente. On va le voir pourquoi. Alors, je voudrais partager avec vous pour donner la mesure un peu de ces transformations, je voudrais partager avec vous 3 grandes études, les résultats de 3 grandes études très très récentes qui évoquent l'avenir de la démocratie, qui parlent de cette problématique de la transition dans des termes neufs et qui me semblent être extrêmement intéressantes car elle fait écho à beaucoup des préoccupations qui peuvent être les nôtres aujourd'hui et il est très intéressant de les écouter déjà, rapidement. La première étude, rapidement, la conclusion, c'est de dire aujourd'hui que l'attachement à la démocratie faiblit dans les pays démocratiques. On la doit à un auteur qui s'appelle Yascha Mounk, qui est un professeur à Harvard, et qui a écrit un livre qui a 2 mois, qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie », et qui a fait un papier dans le Journal of Democracy en juillet 2016, dans lequel il constate non seulement un moindre attachement à la démocratie chez les jeunes, mais aussi à une érosion constante au fil des années du sentiment démocratique. Une très forte proportion des jeunes, note-t-il, tant aux États-Unis qu'en Europe, estiment que voter ne sert à rien. Les politologues se rassurent à bon compte en expliquant que ce désinvestissement partisan est compensé par des formes de participation politique différentes dans les mouvements sociaux, associatifs, bref, que la démocratie participative prend le contrepoids, ou en tout cas a tendance à se substituer à la logique représentative, ce à quoi Mounk répond que c'est une illusion, et il montre, chiffre à l'appui, que les jeunes sont moins susceptibles de participer à un mouvement de protestation que leurs parents. Et il dit une chose intéressante, que les parents n'ont pas transmis à leurs enfants et petits-enfants cette passion de la politique. C'est comme ça qu'il explique. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, les jeunes sont moins attachés que leurs parents à la démocratie. L'explication, c'est parce qu'elle serait moins menacée qu'autrefois. L'explication classiquement avancée. Cette explication, Mounk la réfute et la rejette. Il dit, avec la montée explicite, et il montre la montée explicite du soutien explicite aux formes autoritaires de régime. Phénomène extrêmement troublant. Aux États-Unis, 49% des sondés approuveraient un gouvernement d'experts prenant des décisions en fonction de ce qu'ils jugeraient utile pour le pays, et 32% accepteraient même un leader fort qui n'aurait pas à se soucier du Parlement ni des élections. Conclusion, les esprits aux États-Unis notamment, et en Europe aussi, étaient prêts pour un Donald Trump. Deuxième étude intéressante, qui paraît sous la plume de 2 professeurs, aussi américains, et qui a donné lieu à un livre qui s'appelle « Comment meurent les démocraties ». Son auteur est Mohamed Ali Kadivar, un jeune chercheur de l'université de Brown qui a analysé les suites d'une histoire de transition démocratique dans 80 pays, à travers le monde, entre 60 et 2010. Donc c'est vraiment un travail empirique. À l'aide de toute une batterie de statistiques, il a isolé les conditions pour qu'une telle transition réussisse et que la démocratie s'ancre et se développe. Ce qui lui permet de contredire une opinion souvent professée par les experts en transitologie. Pour ces derniers, la condition principale de la réussite, c'était la capacité des modérés des 2 camps à passer des compromis acceptables. C'était ça le cœur de la transitologie. Comme lors de la table ronde polonaise, par exemple, des années 89. Or, pour Kadivar, qui se base sur le cas de l'Afrique du Sud notamment, c'est l'intensité et la durée des manifestations de masse qui soutient le processus démographique, et non pas l'entente entre les élites. Parce que ces mobilisations permettent de former des leaders de nouveaux partis et qu'ils sont aptes à canaliser et exprimer les exigences populaires. Au contraire, les ententes, les compromis au sommet frustrent les peuples. Ils les jugent, les peuples ont tendance à les juger comme des complots entre les élites. Exactement ce qui se passe en Europe centrale aujourd'hui. Et exactement ce qui pourrait faire écho aussi à ce que nous avons connu au Maroc depuis l'alternance.
Troisième étude intéressante, et j'en finis, elle procède d'un constat voisin, le constat de l'extension de ce phénomène populiste qu'on observe et qui s'étend lentement sur le monde. Ce constat est dressé par un ancien ministre des Finances chilien de Michel Bachelet, qui s'appelle André Velasco, et qui aboutit à la conclusion qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard d'êtres humains qui vivent dans des régimes qu'on peut légitimement qualifier de populistes. Les causes, il démontre, preuve à l'appui, l'inanité des thèses explicatives de cette montée du populisme en termes d'insécurité économique. Il dit simplement, la thèse consiste à dire qu'il suffirait de taxer davantage les riches et de redistribuer les revenus de manière plus agressive pour pouvoir contrer la montée des populismes. Et il démontre que ça ne marche pas. Il passe en revue une deuxième hypothèse qui est invoquée en général pour expliquer la montée de ces populismes. C'est la théorie du backlash culturel, c'est-à-dire en gros qui rapporte la montée des populismes à une réaction au phénomène de race et d'immigration, notamment à la question migratoire. Et il dit que cette hypothèse n'est pas solide, au sens où elle n'explique pas, par exemple, elle est inapte à expliquer ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, c'est-à-dire deux pays qui ont de bonnes performances économiques et qui n'ont pas d'immigrés et qui pourtant ont connu une montée très forte du populisme. Et il en vient à sa conclusion, son explication. La vraie cause du populisme, selon Velasco, ce sont ni les inégalités ni l'immigration. C'est l'arrogance des élites. Dans certains cas, la majorité déteste l'establishment politique parce qu'il est corrompu. C'est le cas par exemple du Brésil. Dans d'autres, parce qu'à force d'exercer le pouvoir trop longtemps, les détenteurs le tiennent pour un droit acquis. Dans le cas particulier du Brésil, c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit. Il nous dit qu'on a affaire à un populisme de classe moyenne récente. De classe moyenne récente. La population brésilienne avait vite pris l'habitude de considérer la croissance rapide comme un phénomène définitif. Elle a très mal pris la récession 2015-2016. Et dans ce pays, nous dit Velasco, le populisme n'est pas le produit des difficultés financières des gens. Il est le produit de leur enrichissement. C'est l'émergence de cette classe moyenne, et il explique pourquoi. Durant les premières années, les premières décennies du XXIe siècle, environ 70 millions de personnes en Amérique latine, dont 40 millions au Brésil, sont sorties de la pauvreté. Alors qu'ils n'avaient plus à lutter au jour le jour pour nourrir leur famille, beaucoup sont devenus, du même coup, imposables. Or, le manque de services de base, l'injustice du système et l'absence de réponse concrète des responsables de l'État à toute demande n'émanant pas des élites ont creusé un fossé entre eux et les gouvernants. C'est ce fossé que des politiciens populistes ont su exploiter. C'était la troisième étude. Ces trois études me paraissent extrêmement intéressantes dans leurs conclusions, avec les limites évidemment qu'il faut accorder à toute comparaison internationale, mais elles sont très utiles parce qu'elles font écho à beaucoup de choses qui sont aussi chez nous et qui existent aussi chez nous. Alors, cette motivation qui nous a amenés à choisir ce thème de la transition, au-delà de ce que j'ai dit, elle repose sur deux objectifs qui vont essayer de structurer, en tout cas autour desquels on a structuré le questionnement pour cette table ronde. Premièrement, un premier objectif ou un premier souci de compréhension globale de l'expérience politique contemporaine au Maroc, dans toute la complexité des enjeux qui la sous-tendent, au-delà évidemment du commentaire qu'on peut faire et du commentaire de l'immédiat. On ressent tous, me semble-t-il, le besoin d'un moment de réflexivité organisée sur ce sujet de la transition au Maroc et ce qu'elle recouvre et ce qu'elle signifie. Réflexivité qui est d'autant plus légitime que s'installe progressivement un doute sur la réalité, sur l'effectivité et sur la portée de cette transition dont on parle. Deuxième souci, c'est la mise en perspective. La mise en perspective de l'expérience politique, en gros depuis 2011, mais on peut revenir depuis 1998, de cette expérience qui permet d'explorer et qui permettrait d'explorer en fait les avenirs ou les devenirs sur lesquels elle pourrait déboucher. Et de ce point de vue, la notion de transition, revisitée pour l'occasion avec une focale beaucoup plus large que celle qui est communément admise, nous semble a priori constituer une clé d'entrée féconde
pour rendre compte de ce qui se produit en termes de développement politique, sociétaux et sociaux. Féconde parce qu'elle a un pouvoir évocateur, je pense que c'est important. Quand on parle de transition aujourd'hui, il y a un pouvoir évocateur au sens où cette notion, elle participe finalement du langage commun, du sens commun partagé par beaucoup de gens dans les représentations, et, et du coup, elle est parlante, mais elle est féconde aussi car elle est productrice, ou en tout cas potentiellement productrice, d'intelligibilité, pour peu que l'exercice du jugement critique auquel nous invite pour peu que l'exercice du jugement critique auquel nous invite la révision du modèle de développement, puisqu'on est dans cette réflexion sur la révision du modèle de développement, dont ces volets politiques et sociaux prennent quelques distances, et un peu de distance avec les approches classiques, normatives, de cette question de la transition que nous connaissons et qui ont tendance à l'aborder avec pour résultat un quitus d'un côté ou bien l'invalidation de la notion même de transition de l'autre côté. Or, il nous semble très intéressant et même important de pouvoir aborder le sujet de manière différente, avec une focale plus large, qui combine les paramètres politiques, institutionnels, mais aussi les réalités des évolutions dans la société marocaine, car la transition n'est pas qu'une transition politique, ou en tout cas la transition au niveau politique est largement conditionnée par les évolutions et la transition au niveau sociétal et social. Alors, si vous le voulez bien, après ces éléments qui vont vous donner de la matière pour ceux qui n'ont pas pu préparer, pour réagir à cette rencontre, si vous voulez bien, on va commencer le tour de table. On a essayé d'organiser la rencontre autour de 3 moments. L'idée, c'était cela. Premier moment qu'on a intitulé « Comprendre la séquence », c'est-à-dire comprendre un petit peu ce qui se joue et nommer la séquence actuelle que nous connaissons aujourd'hui au Maroc, en fournissant un certain nombre de points de repère qui permettent de la comprendre au-delà du commentaire qu'on peut avoir dans la presse ou dans les journaux. Donc, est-ce qu'on peut nommer les éléments qui composent la transition, ou en tout cas les éléments qui sont importants à considérer dans le cadre d'une transition, comment les caractériser aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, quelle est la nature de la relation entre gouvernant-gouverné, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il y a d'inédit aujourd'hui entre ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y avait dans les années 90, au moment où on a fait le premier colloque. C'était ça, donc comprendre. Deuxième moment, éclairer les usages. Autrement dit, comment les acteurs se sont appropriés cette problématique de la transition. Comment ils ont interagi avec les enjeux à la fois politiques, institutionnels, mais aussi sociaux de la transition au Maroc pendant toute cette période-là. Enfin, troisième moment, dessiner les perspectives. Autrement dit, comment contribuer à alimenter la réflexion sur le cahier de charge relative au modèle de développement sur son volet politique et institutionnel. La réflexion sur l'épuisement du modèle de développement est actée. Elle a été placée sous un signe critique d'emblée par le chef de l'État, qui a appelé à des inflexions importantes, voire des ruptures. L'objet de ce troisième tour de table est de se dire tout simplement comment rendre crédible le débat sur le modèle de développement, comment dessiner les frontières qui doivent circonscrire le périmètre du consensus de celui qui doit faire l'objet d'une compétition nécessaire pour faire place à la pluralité des offres politiques, quels sont les points d'inflexion ou de rupture majeurs auxquels nous devons consentir, notamment pour faire avancer cette transition, et renouer avec une perspective prometteuse en termes de démocratisation. Et enfin, comment soustraire la réflexion au ronronnement incantatoire auquel on est habitué sur l'énoncé des principes, sans se soucier systématiquement des conditions de leur mise en œuvre, des principes qu'ils soient politiques ou qu'ils soient sur le plan des droits. Voilà, donc c'est les 3 moments pour lesquels nos invités sont invités à donner un point de vue. Je commence par Sim Stafa.